Un, deux, test. Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Bonjour. Attention à vos oreilles. Donc, merci à vous d'être présents sur le village startup pour ma présentation. Donc, Maxime Robert du Centre technique des industries mécaniques, basé à Saint-Étienne. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des procédés de fabrication additive métallique, plutôt prêts pour la production, même si c'est un grand mot pour nos technologies qui sont encore un petit peu émergentes. J'aurais pu faire la blague et mettre 0 slide parce qu'il y a toujours de la recherche à faire. Du coup, j'en ai mis 60 pour une demi-heure. Accrochez-vous, c'est parti. Donc, pour parler un peu de la fabrication additive au CETIM, on est réparti sur 4 centres. Maintenant, l'ancien CCVL, CETIM Centre Val-de-Loire, depuis ce janvier 2023, est devenu un centre CETIM à part entière, donc à Bourges. Et donc, moi, je viens du CETIM de Saint-Étienne. On a aussi la plateforme AFH à Saclay, donc Additive Factory Hub, et la plateforme de Cluse. Donc on a différentes technologies sur ces plateformes. On va passer assez rapidement. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous transmettre des éléments de présentation qui présentent chacune des plateformes avec un peu plus de détails. Elles ont toutes des thématiques un peu spécifiques par rapport à leur bassin. Je pense notamment à Bourges, qui est plutôt armement, défense, aéronautique. À Saint-Étienne, on va plutôt être industrialisation, un peu plus montée en cadence. Cluse, on va être plus proche des décolteurs de la vallée de l'Arve. Et à FH, on va être sur les technologies voilà, plutôt ciblées énergie. Donc, pour rappeler ce que c'est que la fabrication additive, donc, selon la définition de l'ISO, donc excusez-moi de regarder l'écran, il n'y a aucun retour hein, ici, donc je vous prie de m'excuser. Donc c'est un procédé couche par couche qui permet de fabriquer des pièces. La notion de couche par couche la distingue en fait des autres procédés. Donc en fait, en soustractif, bah, vous allez faire des volumes élémentaires pour les soustraire à votre pièce. Ici, pour l'obtenir, vous allez la trancher. Donc, bref, historique, ça a commencé en 71 avec un premier brevet déposé par Pierre Sirot. Donc en fait, c'est français, la fabrication additive. Et après, il y a eu des... Donc ça, c'était plastique. Et ensuite, il y a eu des brevets consécutifs qui ont conduit à la première machine métal. Donc nous, au CETIM Centre des industries mécaniques, on va plutôt parler des applications métalliques plutôt que plastiques à destination des mécaniciens. Donc là, première machine métal, la société allemande EOS et aussi un autre allemand, DTM, qui s'appelle maintenant 3D Systems. Donc les enjeux actuels, c'est un changement de paradigme et une relocalisation de la production. Donc là, sur cette vidéo, donc, la fabrication additive, ça permet aussi de s'implanter sur les nouvelles méthodes de conception. Donc là, on va avoir un cas de generative design. Donc là, en vert, vous avez défini vos éléments que vous voulez lier. En rouge, vos zones d'encombrement. Typiquement, bah, vous ne pouvez pas mettre de la matière dans ces zones-là. Hein. Typiquement, ça va frotter sur la roue, ça va frotter sur le carter. Il faut aussi garantir le débattement de la suspension. Et là, donc, ce qu'on appelle l'optimisation topologique. Vous allez prendre vos cas de chargement et vous allez avoir un nombre infinitésimal infini plutôt, de pièces qui vont être générées. Et après, vous allez mettre des critères. En général, c'est minimisation de la masse en maximisant la raideur, les critères d'optimisation topologique classiques. Et après, vous allez choisir le design qui vous convient le mieux. Alors celui-ci, on peut dire qu'il n'est pas trop mal, mais il manquerait peut-être un barreau ici qui vient un peu faire le triangle pour soutenir la pièce. C'est pas de souci, ça a été généré. Donc cette vidéo n'est pas de nous. Hein. J'ai oublié de citer la source, mais je crois que je l'avais vu sur LinkedIn ou sur YouTube. Et donc après, voilà, en fabrication additive, vous avez vu que la pièce était tranchée et divisée en pixels. Et ensuite, là, vous faites, moyennant un petit positionnement en usinage, voilà, vous obtenez votre pièce finale. Aussi pareil, là dans des bras robots, je sais qu'il y a, notamment dans le hall 3, il y a un gros panel d'applications robotiques. C'est assez intéressant, là vous voyez sur la figure en haut, vous avez le bras de Carter là, qui va être fait en optimisation topologique 3D et vous avez du 2D là, pour la découpe et vous voyez un petit peu les chemins d'effort qui vont se dessiner sur la pièce d'en dessous, mais c'est en 2D quoi, que c'est fait. Donc là typiquement ça c'est pas forcément fait en fabrication additive, ça peut être très bien fait en découpe, hein. Tous les lasers peuvent avoir des trajectoires un petit peu complexes. Ça, assez intéressant, on parle d'optimisation topologique, donc ça c'est le premier niveau. L'optimisation aérolique maintenant. Bon, vous voyez qu'il y a clairement un tube qui se comporte mieux que l'autre. En fait, il va être fait en optimisation aérolique, c'est-à-dire que si vous laissez un canal libre, le flux en fait va avoir tendance à tourbillonner, ce qui n'est pas bon. Et là, en fait, vous faites une sorte de langue. Hein. On pourrait penser
à des mollusques un peu comme ça. La nature est quand même vachement bien faite. Et en fait, c'est comme ça que l'air ou l'huile s'écoule le mieux. Donc, bon, quelques brèves. Marché additif qui représente 12,7 milliards d'euros en 2020, il a doublé depuis 2017 et qui est encore en forte augmentation. On a une prévision pour les 30 milliards d'euros, je crois, ou plus de 20 milliards d'euros d'ici 2032. Donc voilà, comme vous l'avez vu, ça permet d'avoir des libertés géométriques et qui permettent d'imaginer les défis du futur. Par contre, toutes ces phrases, ça remplace les process conventionnels, la complexité est gratuite, la FA c'est plug and play, ça on se bat tous les jours contre ça. Je fais tourner des machines aussi sur le site de Saint-Etienne, c'est loin d'être vrai, sinon il n'y aurait pas d'ingénieurs et tout le monde aura une imprimante 3D chez soi, c'est faux, comme dirait un certain youtubeur. Donc maintenant, à quoi ça va servir la fabrication additive? En fait, on va essayer, on a beaucoup d'entreprises au CETIM qui viennent nous voir pour essayer, voilà, je fais une pièce, j'aimerais qu'elle soit faite en fabrication additive. Déjà, vous partez perdant quand vous avez cette mentalité-là. Néanmoins, vous êtes bien obligé de commencer quelque part. Donc c'est toujours un peu par quel bout on prend le problème. Une pièce de fabrication additive est optimisée si on peut avoir un ou plusieurs de ces éléments. Ici, allègement, vous l'avez vu, c'est l'optimisation topologique, les vidéos que je montrais tout à l'heure. Des canaux internes, plus ou moins complexes. La réduction des assemblages, ça c'est une nozzle du moteur LEAP là, qui a été fait par GE. Donc là avant, je crois que de mémoire, c'était une trentaine, voire même une cinquantaine de pièces. Et c'est devenu plus qu'une ou deux pièces hein, sur cette pièce qui est en fabrication additive. Vous voyez notamment là, sur l'aspect un petit peu poudreux, j'aurai des exemples un petit peu tout à l'heure. Et d'autres éléments. Donc là, pour parler vraiment des procédés qui sont à l'heure actuelle les plus matures en fabrication additive métallique, on va commencer par la fusion laser. Donc, on distingue deux familles, les fabrications dites directes avec fusion. Donc là, vous allez avoir un faisceau qui va venir créer votre matière en une étape. Et maintenant, il y a les procédés indirects qu'on investigue depuis maintenant plus de 5 ans au CETIM, qui après la mise en forme de la pièce, auront besoin d'avoir une étape de consolidation par frittage. J'y viendrai tout à l'heure. Donc, le procédé de la fusion laser. Vous prenez ici, vous avez votre lit de poudre, donc votre stock de poudre qui est ici. Vous montez votre plateau, vous étalez à l'aide d'un rouleau ou d'une racle, et vous avez le laser qui vient avec une focale qui va venir tirer là où vous aurez votre pièce. Ça, c'est une première couche. Vous descendez votre plateau, vous montez l'autre, vous réétalez, vous retirez. Vous obtenez votre pièce après par succession de couches. Donc, quelques applications intéressantes et qui sont déjà lancées en production, c'est notamment le domaine du médical. Au CETIM, on avait une plateforme depuis en 2007-2009 qui avait attrait aux applications médicales, notamment orthopédiques, et la société Wright Medical, donc, qui a été rachetée par Stryker, a acheté la machine sur laquelle on avait développé au CETIM et ils en ont acheté une dizaine d'autres après pour monter en série et maintenant toutes leurs pièces sont faites comme ça. Donc là c'était des implants orthopédiques, il y a aussi des cotyles, vous savez ces structures un petit peu creuses pour l'ostéo-intégration. Donc, domaine médical très répandu, l'aérospatial, j'ai parlé de la nozzle, il y a aussi des espèces d'échangeurs thermiques, ce qu'on voit sur Thales Alenia Space, je ne sais pas si vous pouvez trop lire d'où vous êtes, mais c'est un carter de satellite, et aussi dans le domaine des outillages, on va avoir tendance à faire du conformal cooling, comme on peut faire des canaux, on va aller au plus près de la zone de travail des pièces, et on va avoir un refroidissement qui est optimisé. Donc les points forts, on peut faire des géométries complexes avec cette techno-là, des pièces unitaires ou petites séries. C'est là où, si on veut faire vraiment de la série, ça va être un petit peu problématique. Point faible, toujours l'état de surface et une productivité faible qui va avec le fait que c'est de la pièce unitaire et une sous-traitance de pièces bien implantée. D'autres technologies directes, c'est les technos d'apport direct, donc Direct Energy Deposition, DED. Donc on distingue DED poudre avec le P et DED-W avec wire pour le fil. Donc en gros, c'est des postes de soudage. Donc là, on voit le procédé CLAD. Donc vous avez un faisceau laser, une buse qui va projeter de la poudre et en fait, vous avez un peu votre machine de fusion laser que j'ai expliqué précédemment, mais en local, juste au niveau de la buse, et vous déposez un petit cordon successivement qui vous fait votre pièce. Eh ben, la vidéo ne se lance pas. Mais donc schématiquement, vous voyez que vous allez faire en gros des mini cordons qui vont venir s'empiler. Ça ressemble un petit peu au dépôt fil que vous
pouvez imaginer les machines chinoises qui sont très répandues maintenant et qui sont très abordables en plastique. Donc quelques cas qui permettent de faire des ébauches et aussi des applications. Donc il y a une première application dans le secteur aéronautique qui a été qualifiée, et aussi on va chercher une hybridation des procédés de fabrication additive. Donc la première moitié basse de la pièce a été faite en fusion laser et l'autre a été faite en DED, parce que typiquement là ce genre de porte-à-faux là ici, si on l'avait fabriqué verticalement en fusion laser, il aurait fallu des treillis ici, des supports qu'il aurait fallu usiner après. Donc là c'est une solution, voilà, faut changer de machine. C'est un peu le truc un peu compliqué, mais ça évite des opérations de reprise. On peut s'imaginer que brute, elle peut sortir. Donc pour information, à Bourges, on a intégré une machine hybride modulo 400, la société BIM, qui a été rachetée par Adobe là maintenant. Voilà, avec une tête de dépôt poudre. Une tuyère qu'on a faite chez nous, donc qui est quand même assez grande, il n'y a pas trop d'échelle, mais vous voyez que la masse déposée est quand même de 13,5 kg et une production d'une durée de 29 heures. Alors, quelques avantages. Donc là, on va pouvoir aller très très vite, mais on va surtout avoir un besoin de post-traitement qui va être nécessaire, parce que vous voyez les pièces, elles ont quand même des... Bon, là c'est tout pixelisé, mais si je reviens là sur ces pièces-là, voilà, ça c'est natif d'impression. Vous avez quand même des bons bourrelets sur les pièces. Donc là, nécessité de faire des reprises d'usinage. C'est une maturité faible mais croissante, et notamment assez... qui continue à progresser en fait par la robotisation, etc. Là, on est sur le WAM, donc là c'est du dépôt direct, encore une fois, mais à partir de fil. Donc là, c'est vraiment un poste de soudure sur bras robotisé. Donc là, vous avez un exemple de MIG-MAG. Donc vous avez une buse et avec un fil de métal d'apport qui va être extrudé, plus un potentiel positif et négatif qui va conduire le métal à fondre et faire des cordons de soudure en local. Là, la vidéo marche. Là, c'est une vidéo qui est sortie la semaine dernière sur LinkedIn, qui est assez impressionnante. Vous voyez la tête du bonhomme, et là, la pièce là, qui se construit peu à peu, c'est celle-ci. Donc, c'est le deuxième étage de la fusée Terran 1. Assez impressionnant. Vous voyez qu'il y a des portions de matière qui sont à l'intérieur, etc. Imaginez à faire en usinage, ça aurait été un petit peu conséquent. Et donc vous voyez là, vous avez les bourrelets là, un peu foncés qui se font, et directement vous avez des étapes de reprise qui sont faites successivement. Et voilà, là on est quasiment en fin de course. Et tac, on a cette pièce là qui est obtenue. Donc c'est assez impressionnant. Donc là, des exemples de WAM. J'ai mis quelques marchés pour montrer quand même que c'était répandu. Ça reste des productions c'est des gros chantiers quoi, pour faire des pièces comme ça. Avec l'université de Cranfield et Stelia, il y a des éléments structurels de fuselage aéronautique qui sont faits. En oil and gas aussi, vous avez des tuyères qui ont été réparées en fait, par rechargement. En fait, ce procédé-là est pas mal parce que vous avez un bras robotisé et vous pouvez vous mettre sur une embase existante. Donc ça permet de réparer potentiellement vos pièces. Et là, si vous tapez WAM, il y a des chances que vous tombiez sur la société MX3D. Et ça, c'est un pont qui est aux Pays-Bas, que vous pouvez emprunter, qui est assez... voilà, c'est une pièce de 12 mètres de long. Donc, je pense que ouais, c'est une techno qui est prometteuse. C'est du très gros, mais c'est une techno qui est en croissance. Pas de problème HSE non plus. Vous imaginez bien qu'avec la fusion laser, avec la poudre, il faut avoir un scaphandre, etc. Pour manipuler, c'est de la poudre de 10-15 micromètres de diamètre moyen. Donc, voilà, faut mettre les choses en face. Et finalement, dans les moyens de production un peu plus matures que les autres, il y a le binder jetting, dont personnellement j'ai la charge dans les ateliers de Saint-Étienne. Donc là, si vous connaissez l'industrie du mime, donc en fait, c'est comme de l'injection plastique. En fait, vous venez avec une espèce de granulé qui a un mélange de poudre plus de liant. En gros, ça va être votre encre. Vous êtes 100% saturé. Vous venez, vous injectez dans un moule. Vous obtenez une pièce dite avers, donc qui est dense à 55-60%. Vous enlevez toute cette matrice de polymère et ensuite vous venez donc consolider la pièce par un mécanisme de frittage. Donc,
schématiquement, pour les métaux type acier, on va friter à 90% de la température de fusion. Donc on va passer d'une matrice où on a des poudres parfaitement sphériques, après par un mécanisme de coalescence, à la figure que vous voyez à l'extrême droite ici, qui s'accompagne d'un retrait. Ça, c'est vraiment la même pièce qui est affichée, de 20% dans le process. Donc là, vous avez un mélange chargé poudre liant, et là, en fait, votre mélange, vous allez le faire dans la machine. Vous faites une couche de poudre, passez avec des cartouches d'imprimantes type Canon, Epson, les imprimantes que vous avez chez vous, et vous déposez votre encre. Vous voyez qu'il y a une structure un poil plus lacunaire sur la fabrication additive, le binder jetting. Et pareil, vous déliantez et vous fritez. Ça a ça en commun. Donc, avec quelques étapes de cuisson entre. Je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus. Si vous voulez plus de détails, on pourra échanger par la suite. Avec quelques cas d'application qu'on a fait chez nous. Donc là, j'ai essayé de remettre en regard avec les avantages que cités précédemment. Donc là, on peut mettre des textures. Bon, après, une application pommeau de vitesse, voilà, c'était juste une pièce de démo. Vous pouvez mettre des structures lattices. Vous pouvez faire aussi des assemblages. Là, c'est une cotte de maille qui est complètement flexible. Quand vous l'avez en main, voilà, tout bouge. Et la possibilité d'avoir des complexités dans la pièce. Là, vous voyez sur la turbine, typiquement, on a testé aussi des textures type, on va dire, peau de requin pour améliorer la coulabilité. Là, c'est juste une pièce de démo. Ça n'a jamais été testé en fluidique. Et dans les applications série qui ont percé, on va dire, qui ont été vraiment appliquées. Ça, c'est un filtre Schneider pour les nouvelles générations d'armoires électriques qui a été fait sur machine HP avec la société GKN. Donc ça, si vous tapez Metal Binder Jetting industrialisation, vous trouverez forcément ce cas d'application-là. Il était aussi dans le salon Formnext en novembre. Et aussi des applications, donc ça, EAC, c'est Europe Accessoires Concept, c'est une PME qu'on a accompagnée sur notre programme collectif de Metal Binder Jetting, et ils ont décidé d'investir sur une machine desktop Metal Shop, et maintenant ils produisent des pièces d'ornement métallique. Donc évidemment, il y a quelques étapes de finition et de traitement de surface pour donner cet aspect doré ou cuivré, et là c'est juste un traitement de polissage qu'il y a après. Ça, c'est un bouchon de spiritueux. Ça, c'est un ornement sûrement sur un sac à main, potentiellement, la feuille, et puis une bague type bague. Donc là, avec cette techno-là, vous n'allez pas venir fusionner localement votre matière. Donc en fait, vous êtes flottant dans votre volume de poudre. Le lit de poudre, en fait, comme on ne va pas chauffer, on va juste mettre de l'encre, vous pouvez mettre les pièces les unes au-dessus des autres. Donc là, vous aurez un potentiel de productivité qui est quand même vraiment augmenté. Mais encore peu de sous-traitance à l'heure actuelle, même s'il y a quelques sous-traitants français. Et aussi au CETIM, si vous voulez tester des pièces, on peut voir aussi comment faire la chose sur nos machines. Également, un truc un peu plus niche, c'est la même techno que le binder jetting, mais derrière, en fait, on ne va pas imprimer du métal, on va imprimer du sable. Et en fait, ça va permettre de faire le négatif de vos pièces, et vous obtenez des moules de fonderie, tout simplement, et vous venez couler la pièce dans ce que vous avez fait en impression 3D. Donc ça, c'est une imprimante VoxelJet. Vous voyez, là, des moules, vous pouvez en faire une quantité assez astronomique. Donc, je vais juste vérifier le temps. Alors, bon, accrochez-vous. Panorama des nouvelles techno. J'ai encore 20 slides, ça va aller vite. Mais c'est intéressant. Donc, ça, la techno que je vous présente maintenant, c'est donc FFF Metal. Vous allez également voir le nom de BMD ou Depot-Fil Metal. En fait, c'est Fuse Filament Fusion. Donc en fait, là, c'est en gros, vous voyez votre machine classique d'impression 3D plastique. C'est la même chose que les granulés que j'avais présentés en mime en binder jetting. Et sous forme de barreaux, et là vous avez une buse d'extrusion et vous allez déposer votre matière comme une imprimante 3D, on va dire plastique, qui est maintenant connue du grand public. Et après, comme c'est une matrice métallique, vous allez devoir passer par cette étape de déliantage et ensuite de fritage, de densification des pièces. C'est une techno qui est disponible, vous verrez dans le hall 3, il y a aussi un hall fabrication additive. Je vous invite à passer sur le stand soit de Decip ou de Creos par exemple, qui ont ces machines-là on display. Bon, la vidéo, on s'en fiche un peu. Donc elle peut mettre en œuvre des matériaux type acier, 316L 174pH, Inconel, cuivre, acier à outils, H13 et 4140. Idem pour la concurrente de chez Markforged. Donc Desktop Metal et Markforged sont deux grands concurrents, tous les deux américains.
Là, un petit panel. Voilà. Je laisse les photos si vous voulez. C'est bon? C'est bon? Nickel. Donc la stéréolithographie métal, donc là c'est des nouveaux procédés qui voient le jour. On part sur un procédé, enfin le procédé le plus vieux de la fabrication additive, en fait la stéréolithographie, c'est ce qui servait à faire les protos. Et maintenant vous allez pouvoir le faire avec des poudres métalliques qui sont enrobées de résine polymère. Et vous allez aussi créer cette pièce à verre qui aura besoin d'être densifiée après. Donc là c'est vraiment toutes les technos indirectes qui sont assez émergentes. Donc là, vous voyez qu'il y a une résine photosensible qui va permettre de faire la pièce. Idem, Edmed Materials, donc là, c'est une entreprise qui fait principalement de la matière première, mais qui va se greffer sur les machines Formiga et EOS, les P110, et pour ceux qui font du plastique, c'est assez connu et assez robuste. Donc là, on va venir aussi, pareil, avec ces matériaux spécifiques, en fait, passer tout simplement des pièces métalliques sur des machines qui étaient jusqu'alors prévues pour faire du plastique. Pièces métal sur des machines plastiques, pardon. Nanoparticle jetting, donc là c'est un truc encore un peu niche où on a carrément des particules qui sont pré-enveloppées, voyez, et on va venir créer la matière couche par couche directement avec un système de chauffe qui, on va, voilà, avec des suspensions de liquide, donc là c'est à l'échelle du nanomètre, et on va créer la pièce. Alors là c'est des trucs que j'ai moins explorés, mais néanmoins c'est un procédé dont on voit le jour. Dont on voit l'émergence, je veux dire. Moljet, très important, c'est une techno, je pense, qui est vraiment une des plus prometteuses maintenant. C'est pareil, on va obtenir une pièce à verre, mais en fait, votre pièce va être délimitée par une espèce de moule, c'est une espèce de pâte orange. Même chez eux, ils appellent ça le matériau orange quand on demande des pièces en sous-traitance ou qu'on parle procédé avec eux. La machine, c'est une architecture en mode carrousel. Je sais pas si... Ah non, la vidéo tourne pas. C'est une architecture en carrousel où on a des étapes successives de dépose de ce matériau orange et après une dépose de pâte qui va faire la pièce, en fait, après couche par couche. Cold spray, ça c'est assez connu, c'est plutôt utilisé pour le revêtement. Là, si on ne voit pas trop le contraste, en fait, vous avez déposé... mince, les vidéos ne se lancent pas. Vous avez déposé en fait ici une interface de cuivre et réusiné, donc ce qui fait que vous avez une pièce mélange acier-cuivre directement. Donc ça permet de faire du revêtement de surface juste en projetant un grain équiaxe et en partant sur la déformation. Donc c'est un spray à froid. Ça va le faire. Donc là... friction stir welding, donc dépôt par friction malaxage. Ça, c'est une machine qu'on a investi aussi sur notre, qu'on a comme projet d'investir. Je ne sais pas si elle est encore rentrée sur notre site de Bourges. Et donc là, ça permet de faire des très grosses pièces, en fait, là où vous pouvez assembler avec des multimatériaux. Donc comment ça marche, en fait? J'étais censé avoir une vidéo mais elle se lance pas. Donc c'est le procédé meld. En fait vous allez mettre en rotation en fait votre matériau très vite et donc en fait il va se fusionner localement et vous aurez vraiment des cordons voilà, de pâtes qui vont se créer. C'est pas mal pour faire des très grosses pièces. J'ai un exemple de photo si vous voulez tout à l'heure d'une pièce qu'on a réalisée nous dans nos ateliers et voilà, une techno aussi intéressante. Donc là, c'est moins les technos prêtes en production, mais c'est quand même intéressant pour jeter un œil. Je voulais saisir l'occasion de présenter ces technos-là, parce que c'est des trucs, si on suit la fabrication additive que de loin, c'est assez intéressant de l'avoir en tête. Pareil, la même chose, mais là par ultrason, donc là l'énergie qui va être apportée va être ultrasonique, donc c'est le procédé Fabrisonic pour pouvoir faire de la fabrication additive. Donc un truc qui est pas mal fait, c'est pas le C-Team qui le fait, c'est la société allemande Ampower, donc c'est des consultants spécialistes en impression 3D, et ils font cette roue des procédés qui est disponible sur leur site. Alors là, on a fait un petit, des petits overlays dessus pour montrer les procédés de déformation, les procédés directs qu'on avait vus au tout début, ici. Et là, la roue des procédés ici, où on a de plus en plus de procédés en 2 étapes, indirectes avec frittage. Et c'est ceux-là qui sont de plus en plus regardés. On a différentes manières de créer notre pièce. Et le frittage, de toute façon, c'est assez connu dans l'industrie. Néanmoins, c'est quand même des fours qui font peur. C'est des investissements assez lourds en connexe, mais la science, je dirais, derrière est faite. Donc dès que vous avez imprimé votre pièce, vous avez déjà fait une bonne moitié de la chose. Pareil, c'est extrait d'AMpower, hein, c'est disponible sur leur site ampower.de.
une espèce d'indice de maturité en fonction des technologies. Vous voyez que la fusion laser a trouvé un usage industriel assez large. Et voilà, là, les technos dont j'ai parlé à la toute fin, c'était plutôt ici. Là, les procédés dont j'ai parlé au milieu de ma présentation étaient là sur le quart en haut à droite. Bon, si vous voulez connaître un peu notre offre formation au CETIM, si vous voulez vous former en fabrication additive, on a une offre formation. Et voilà, vous pouvez vous rendre sur notre stand si vous voulez discuter. Je serai là aussi toute l'après-midi ou si vous voulez échanger après la présentation. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon salon, puis merci de m'avoir écouté.